Au cœur de cette guerre au Mali, l'Azawad, ce territoire au nord du pays revendiqué par les rebelles du FLA. Qui habite vraiment l'Azawad et d'où vient ce nom? Pourquoi ce territoire a souvent été revendiqué par les différentes rébellions touareg dans l'histoire du Mali? Pour tenter de répondre à ces questions, André Bourgeot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Donc, commençons par le commencement. L'Azawad, c'est quoi exactement? D'où vient ce mot? Qui l'a inventé et qu'est-ce qu'il désigne? Non, c'est pas une invention, c'est la notion de territoire qui est une invention. Bon, moi, en tant qu'anthropologue, je m'appuie sur les catégories des sociétés, comment elles classent leur environnement et les raisons pour lesquelles elles s'appellent de telle manière. La première chose que je voudrais dire, c'est au niveau étymologique. Les Zawa, ça désigne un plat, ça désigne un récipient plat dans lequel on mange. Par extension, je dis bien par extension, ça désigne toute la plaine étendue entre Tombouctou et Arawan, sillonnée par les pasteurs nomades Brabiche et Tormoz. C'est ça. Plus à l'est, c'est une autre tribu, cette fois-ci plus spécifiquement le Touareg, à savoir les Zoulimidènes, qui eux considèrent que les Zawar, c'est l'auge dans lequel les petits ruminants viennent boire. Donc vous voyez, c'est intéressant. Hein. Donc dans un premier temps, c'est une plaine. Dans un deuxième temps, c'est toujours une plaine. Et plus à l'est, vous avez le Tamesna, qui est sillonné un peu par tout le monde. On présente souvent l'Azawad comme un territoire touareg, mais est-ce la réalité démographiquement? Non, pas par-delà le problème de la réalité, j'aborderai ça tout à l'heure, c'est une fabrication. À l'époque, c'était le porte-parole du mouvement national de libération de l'Azawad, il faisait référence à l'Azawad en disant que c'était le territoire de leurs ancêtres colonisés par le Mali. C'est intéressant. La notion de colonisation par le Mali, c'était déjà très significatif. Ils n'ont jamais parlé de la colonisation française, c'est pas par hasard, parce que justement les Kaladars n'ont jamais pris position contre la colonisation française. À partir de ce moment-là, j'ai été obligé de prendre position, non pas pour des raisons d'ordre politique, mais pour des raisons d'ordre scientifique. Il n'y a jamais eu ni chefferie, ni royaume, ni empire de l'Azawad. Je dis bien jamais, jamais. Comment pouvez-vous parler d'une référence de territoire? Territoire, c'est une notion politique importante. Ça veut dire que c'est un espace que vous pouvez contrôler par des forces armées, des forces militaires. Ça n'a jamais été le cas. Donc, face à ça, il y a eu un déferlement, y compris dans les médias. Pratiquement tous les médias ont donné le micro à tous ces gens-là qui sont ultra minoritaires. Je dis bien ultra minoritaires, y compris dans leur communauté culturelle. Mais quelle est la composition démographique de l'Azawad? La composition démographique, alors je ne dirais pas démographique parce que je n'ai pas de données précises sur la démographie. En revanche, j'ai des données très précises sur les communautés culturelles qui occupent cet espace dit Azawad et créé, fabriqué, je dis bien fabriqué, par les groupes armés arabo-berbères. L'ensemble... C'est intéressant parce que l'ensemble de cet espace, c'est le septentrion malien, c'est le seul endroit au Mali où vous rencontrez toutes les ethnies du Mali. Je dis bien toutes les ethnies du Mali. Donc je ne vois pas pourquoi une minorité, un groupe ultra minoritaire voudrait imposer sa notion politique du territoire à l'ensemble de ces populations-là. En termes de démographie, puisque vous posez le terme de démographie, je n'ai pas de statistiques, mais ils sont là aussi ultra minoritaires par rapport aux Songhai, par rapport aux autres sédentaires, par rapport aux Bozo, par rapport aux Peuls, y compris aussi par rapport aux Bambara. Donc ça n'a pas de signification politique réelle. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est une fabrication politique qui participe de la propagande utilisée par les groupes armés rebelles. Néanmoins, les mouvements touareg réclament l'Azawad depuis les années 60. Sur quoi repose cette revendication? Est-ce qu'elle est légitime? Non, mais qu'un groupe armé revendique un territoire, ça c'est leur problème politique. Mais qui se réfère à l'histoire qui n'existe pas, je dis c'est de la manipulation, pour c'est vous, de l'imposture. Il n'y a aucune légitimité historique pour cette revendication? Non, je dis bien, c'est pour ça que tout à l'heure je dis c'est une fabrication, c'est une imposture. Donc moi, en tant que chercheur, je ne peux pas accepter une telle imposture. Une instrumentalisation de l'histoire à des fins politiques, c'est pas la première fois que ça se passe dans
dans l'histoire. Donc, à partir de ce moment-là, on voit partout dans la presse, y compris maintenant, on parle toujours de l'Azawad, pensant qu'effectivement, c'est un territoire touareg, ce qui n'est pas simplement qu'une contre-vérité, mais qui est une fabrication propagandiste. Et néanmoins, en 2012, le MNLA proclame l'indépendance de l'Azawad. La France reconnaît implicitement leurs combattants comme interlocuteurs. Est-ce que la France a, à un moment donné, instrumentalisé ces mouvements ? Bon, c'est difficile à répondre précisément à cette question. En définitive, vous posez la question, est-ce que la politique française a soutenu les groupes armés de la rébellion du mouvement national de libération de l'Azawad? C'est un peu ça votre question. Oui. Alors, on peut dire, enfin c'est connu quand même, hein, que implicitement, oui. On a bien vu aussi que les micros leur étaient offerts à tout bout de champ. Régulièrement, ils avaient le droit à la parole, ils pouvaient... Moi, j'avais organisé un colloque, ils sont venus, ils m'ont cassé le colloque, ils m'ont empêché de parler, etc. Donc ça a été quelque chose quand même il y a eu une propagande qui a été soutenue par la politique française. Est-ce qu'au fond, le problème de cette région, du nord du Mali, est-ce que ce n'est pas un problème plus général de marginalisation des populations, quelle que soit leur ethnie, comme vous dites? Non, mais le problème de la marginalisation des pasteurs nomades sahariens est une vérité. C'est une vérité, mais elle n'a pas des raisons et des fondements politiques. Elle a des fondements écologiques. La matière, vous savez ce que c'est qu'un pâturage au Sahara? C'est des touffes d'herbe espacées tous les 50, tous les 100 mètres. Comment voulez-vous, à partir de là, développer une économie autre qu'une économie domestique fondée sur des petits troupeaux? Donc vous ne pouvez pas créer les conditions de l'insertion d'une économie domestique dans une économie de marché, puisque les tailles des troupeaux sont définies aussi par les conditions écologiques. Donc c'est ça une des raisons pour lesquelles ils ont pris les... Entre autres, par ailleurs, il y a eu les grandes sécheresses et les grandes famines. Les grandes sécheresses de 69, 73, 83, 84, qui se sont transformées en famines généralisées, qui ont provoqué exode, exil. Donc ça a déstructuré totalement ces sociétés-là. Le problème, c'est que ça, c'est des vérités factuelles que l'on peut vérifier, n'importe qui peut lever. Eux, ces groupes armés, ont su instrumentaliser ces données-là à des fins politiques pour légitimer leurs revendications. La situation actuelle est aussi celle-ci. Et donc, si j'ai bien compris, vous dites que dans cette région au nord du Mali, par exemple, si on va à Tombouctou, on retrouve autant de Songhai, de Peul que de Touareg, quoi. C'est un mélange En termes de démographie, oui. C'est une des raisons pour lesquelles c'est aussi un problème. C'est que démographiquement, ils sont minoritaires. Par rapport aux sédentaires, si vous jouez sur l'opposition pasteurs nomades et sédentaires, ils sont largement majoritaires. Maintenant, en termes de communauté culturelle, la majorité des gens, c'est surtout une majorité songhai. Donc, eux sont minoritaires. Donc, je comprends très bien pourquoi des minorités veulent s'imposer. Le problème, c'est qu'on peut s'imposer sans passer par les armes et sans instrumentaliser et déformer l'histoire. On ne peut pas se revendiquer de l'histoire, donc une antériorité, pour légitimer des objectifs actuels. Vous avez été à plusieurs reprises sur place, vous connaissez bien l'endroit. Lorsque vous étiez sur place, qu'est-ce qui vous a marqué sur la cohabitation entre les différentes populations? Non, à l'époque, la cohabitation était harmonieuse. Après, bon, le problème, c'est que nous, au CNRS, depuis 2009, on ne peut plus faire de terrain. Sur le nord, toute la bande saharo-sahélienne nous est interdite, donc on est obligé de rester dans les capitales. Mais jusqu'en 2009, il n'y avait pas de problème. Ça commençait à se dégrader avec l'apparition des groupes armés salafistes djihadistes. Vous savez, les 10 ans de guerre civile en Algérie, oui. La création du GS, du groupement salafiste pour la prédication et le combat, qui avait été, laminé par l'armée nationale algérienne. Ces gens-là s'étaient réfugiés dans le Nord Mali. Dans le Nord Mali, ils y sont presque sédentarisés. Ils ont épousé des femmes locales, etc. Donc, un maillage de population. Hein. Oui, absolument. Absolument. Donc, les relations avant 2009, c'était... Enfin, moi, quand je faisais le terrain, il n'y avait pas du tout d'antagonisme interethnique, si vous voulez. Il y avait une bonne entente, y compris à travers les danses. Si vous prenez, par exemple, le takamba, dansé par les Songhai, dansé par les Tamashek, etc., ça crée aussi du lien social fondé sur la paix et la reconnaissance de l'autre. C'est à partir de ces années-là, 2007, 2008, 2009, et puis
le grand tournant, c'est ce qui s'est passé en Libye avec l'assassinat de Kadhafi. Oui. Ah oui, ça a été dramatique. Je me souviens à l'époque, on avait fait un débat à l'Institut du monde arabe. J'avais alerté les gens qui étaient là en disant ça va être catastrophique sur l'ensemble de l'espace saharo-sahélien. Alors on m'a traité de pro-dictateur, ça se posait pas en ces termes. C'est vrai que le régime de Kadhafi n'était pas particulièrement démocratique, mais il avait jugulé les salafistes djihadistes avec la corruption, avec tout ça, mais il avait créé une stabilité. Bon, quand il y a eu l'intervention des groupes armés, d'abord franco-britanniques, j'insiste sur cet aspect-là, suivis par les militaires de l'OTAN, ça a été la catastrophe. C'est à partir de ce moment-là aussi que les Tamacheqs, donc les Touaregs qui avaient rallié les légions islamiques, ont pris les armes, puisque tout ça était ouvert, et ils ont créé le mouvement national de libération de l'Azawad. C'est très clair. Merci beaucoup, André Bourgeot. Merci d'avoir répondu à nos questions dans le Journal de l'Afrique de France 24. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité.